Bonjour à tous. Alors on va rester sur le même thème parce que je vais vous présenter. Moi, je suis la société Alexandre Arsiopoulos de la société Ecotropie. On fait aussi du pilotage énergétique dans les piscines. Donc, on est confrères avec Sunny Shark avec une solution qui s'appelle Datapool. Donc là aujourd'hui, je vais faire un focus plus spécifiquement sur effectivement l'impact de la crise énergétique et quels sont les leviers d'action qui ont pu être réalisés pour cadrer un petit peu avec le principe. Donc il y a des choses qui ont été dites par Emmanuel, donc, sur lesquelles je vais compléter, mais je pense que ça fait un lien très intéressant avec ce qui a été dit. Donc, juste une petite image, vous connaissez mieux, mais juste pour illustrer que quand on parle de piscine, effectivement, c'est des bâtiments très spécifiques, parce que c'est quasiment autant de process, voire plus de process de traitement de l'air, de traitement de l'eau, que des bâtiments. Et quand on regarde quelques exemples ici, entre la piscine tournesol et une piscine en plein air, forcément, ce n'est pas du tout le même fonctionnement, les mêmes enjeux, les mêmes problématiques de confort. Et là, juste pour donner aussi un autre contexte, là c'est une vue du parc français. Alors on reconnaît la France et chaque case représente une décennie et chaque point représente une piscine construite. Donc là on a l'ensemble du parc actuellement, donc on se retrouve sur tout à droite on est aujourd'hui et on remonte dans le temps. Donc là, la première piscine publique qui a été recensée, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, c'est la piscine de l'école polytechnique en région Île-de-France. Et là, on voit que aujourd'hui, le parc de piscines qu'on a actuellement, il a été essentiellement construit dans les années 70 et ensuite avec une deuxième vague dans les années 90. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que derrière, voilà l'évolution et on voit aussi que plus les piscines, on le voit sur le graphique précédent, la taille de la colonne montre la taille des piscines en fait. Donc on a fait des piscines de plus en plus nombreuses et de plus en plus grandes. Ça c'est une autre vue du même graphique, donc on voit les deux pics de construction dans les années 70 ici, c'était le plan 1000 piscines et autres, et puis après un gros pic ici, donc maintenant on est dans les années 2020 et ça évolue. Donc la surface moyenne actuellement du parc c'est 406 m². Avec un nombre moyen de poissons de 1,7. Donc là-dedans, il y a énormément de disparités. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que consomme ce parc? Alors on sait tous que ça consomme beaucoup, mais quelques chiffres, c'est assez intéressant de regarder l'évolution de la consommation de ce parc au fil de ces décennies. Donc là, la barre bleue, c'est la consommation en chaleur. Donc alors on voit qu'on sait faire aujourd'hui des piscines plus que 2 fois moins énergivores en chaleur que ce qu'on faisait dans les années 50-60. En électricité, alors l'évolution est un peu différente, c'est-à-dire qu'en électricité, on a d'abord consommé de plus en plus, parce qu'on a équipé les piscines de plus en plus d'activités, de jeux, etc. Et après, il y a une baisse. L'eau, ça a été décroissant, la consommation en eau. Donc aujourd'hui on consomme 2 fois moins en moyenne que ce qu'on consommait il y a 40 ou 50 ans, enfin que les piscines actuelles qui ont 40 ou 50 ans consomment. Alors pour vous donner un chiffre, un ordre de grandeur, aujourd'hui une piscine, la consommation moyenne c'est 3600 kWh par mètre carré par an. Donc ça c'est vraiment sur l'ensemble du parc, donc c'est considérable. Et alors la consommation moyenne en eau, 224 litres par baigneur, donc sur une statistique qu'on a. Donc alors ça comprend les vidanges bien sûr et tout le traitement, mais on est loin de 30 litres par baigneur théorique qu'on a tous en tête, qu'on n'atteint jamais. Donc globalement, ça c'est vraiment un reflet du parc actuel et en exploitation actuellement. Alors, qu'est-ce que du coup on peut faire pour faire des économies d'énergie? Alors, Manuel a déjà pas mal effleuré le sujet, mais on a l'habitude de classer en 3 grandes familles d'actions que j'ai placées ici sur un axe coût croissant.
et retour sur investissement. Donc on a bien sûr, on peut faire des grosses rénovations, donc faire en sorte qu'une piscine des années 60 ressemble à une piscine des années beaucoup plus récentes. Forcément, c'est très consommateur en investissement. Et donc le retour sur investissement, il faut attendre un petit peu avant de l'avoir, forcément. Alors il y a d'autres intérêts, hein, ce n'est pas le propos. Je ne suis pas contre la rénovation lourde, mais ça ne se passe pas dans la même planification pluriannuelle. Ensuite, il y a tous les dispositifs d'économie d'énergie. Alors, il y a des confrères ici qui installent par exemple des couvertures thermiques. On peut mettre des ENR, on peut mettre des systèmes de récupération d'énergie. Donc, sur l'existant, sans faire d'énormes modifications, ajouter des équipements qui permettent de faire des économies souvent substantielles. Et ensuite, alors, des choses qui coûtent beaucoup moins cher et qui du coup ont un retour sur investissement plus rapide, parce que potentiellement avec un grand appart, c'est l'éco-conduite. Donc là, ça rejoint ce qu'a présenté Sunny Shark tout à l'heure. Donc l'éco-conduite, alors ça passe par des outils de pilotage, en tout cas, alors outils, c'est pas forcément acheter Ecotropie ou acheter Sunny Shark, ça veut dire avoir une rigueur dans la gestion au quotidien de la piscine. Ça passe aussi par le comportement des usagers, comme Manuel a dit. Des baigneurs qui prennent bien leur douche en entrée, forcément, ça a un impact sur les consommations énergétiques. Donc, il faut imaginer tout le comportement d'usager. Et dans usager, il faut aussi mettre, pas seulement les baigneurs, mais aussi toutes les équipes qui interviennent dans la piscine. C'est-à-dire que ça va jusqu'à comment on fait les plannings. Est-ce que avoir un créneau aquagym le mercredi et un créneau bébé nageur le samedi pour 2 montées en température, est-ce que c'est rigoureux ? Ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer différemment les choses? Vous voyez forcément l'intérêt de réfléchir même en amont, en planification. Donc, tout ça, c'est toutes des questions d'éco-conduite finalement, sans changer l'existant, sans toucher à l'existant. Qu'est-ce qu'on fait pour faire des économies d'énergie? Et donc c'est ça qu'on en a beaucoup parlé justement pendant le dernier trimestre 2022 avec la crise énergétique. Et donc, parce que c'était des actions qu'il fallait faire rapidement, très court terme, guidées aussi par le plan piscine du gouvernement. Merci. Alors là, juste pour un graphique, alors ça vient de nos statistiques à nous sur des piscines que nous suivons avec notre système de Tapool. Alors à droite, vous avez un graphique de piscines non équipées d'un système de pilotage de l'énergie. Là, on a l'axe énergie, combien elle consomme. Et là, l'axe combien elle consomme en eau. Alors ramené à des unités pour être comparables entre elles en litres par baigneur et en kilowattheures par mètre carré. Donc là, on voit une dispersion typique d'un statistique sur un échantillon un peu moins de 100 piscines. Et là, c'est nos clients qui ont été équipés, donc qui étaient probablement dans cet échantillon, qui ont été maintenant équipés par un système de pilotage de l'énergie. Donc qui permet d'avoir une gestion beaucoup plus rigoureuse de l'ensemble des équipements avec des principes comme... Donc on voit, là j'ai juste fait une moyenne de ces chiffres. Donc on descend en moyenne de 20% en énergie et en eau de 25%. Donc là, sans modification d'installation, mais juste en regardant les fréquentations, en regardant quand est-ce qu'on a besoin d'économiser, et c'est des choses, une série d'actions tout aussi simple que lorsqu'on quitte, on part de chez nous, on éteint la lumière. En fait, c'est un peu le même principe, appliqué à une piscine, parce que c'est un bâtiment très, très particulier où il y a de la chimie de l'eau, il y a du traitement, il y a de l'humidité, et donc tout ça doit être pris en compte, mais voilà, après les séries d'actions, c'est des choses aussi simples. Donc voilà, donc quelque part, alors c'est un peu l'ordre de grandeur du potentiel d'économie qu'on peut imaginer en faisant une gestion rigoureuse des systèmes et de l'énergie. Évidemment, chacun après se retrouve. Donc ensuite, quelques exemples. Alors, donc là, je vais reprendre une piscine nantaise, nous on est de Nantes, donc on connaît bien. Donc, alors il y a eu énormément de médiatisation on baisse des températures de toutes nos piscines de 1 degré. Donc c'est effectivement ce qui a été fait. On voit qu'il y a eu une réduction, là c'est sur la plus grande piscine à Nantes, donc il y a eu il y a des réductions sur l'ensemble des températures de consigne, y compris l'eau et l'air.
contre, on a fait aussi un certain nombre d'autres actions. On a revu tout le système de régulation de l'hygrométrie. On a revu ensuite les réduits dans l'air. Alors, effectivement, là aussi, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Il faut aussi vérifier que le bâtiment le supporte. Donc, ça, c'est des séries d'actions qui ont été réalisées au dernier trimestre. Voilà, donc voilà, ça, c'était des graphiques plus détaillés sur ce qui se passait en hygrométrie et comment ça a été géré, etc. Bon, sans rentrer dans le détail. En fait, je vous ai mis ici le graphique de la situation. Alors, c'est avec le même principe IPMVP qui a été exposé, c'est-à-dire qu'il faut ramener à des situations comparables, c'est-à-dire qu'on compare les consommations de chaleur en rouge avant et en bleu, c'est les consommations de chaleur projetées sur ce qui a été, ce qui ramené à une météo et une fréquentation similaires pour pouvoir comparer des choses, toutes choses égales par ailleurs. Et donc là, on voit que les actions qui ont été réalisées sur cette piscine ont amené 22% d'économie entre cette période. On le voit clairement ici entre le rouge et le bleu. On voit le différentiel d'économie. Un autre type de régulation, alors ça c'est une piscine à Saint-Nazaire. Donc là, une piscine très optimisée qui est très récente, qui est équipée de tout un ensemble de systèmes de récupération de chaleur, d'eau, d'un traitement à l'ozone très efficace. Malgré tout, en fait, malgré le fonctionnement, grâce à une analyse un peu poussée des différents paramètres en fonctionnement, on s'est rendu compte qu'il y avait une pompe à chaleur qui était censée récupérer, qui ne fonctionnait pas de manière continue. Donc voilà, donc c'est bon, voilà. Alors ça, un exploitant sur site, que ce soit un exploitant externe ou une équipe sur place, elle dit la pompe fonctionne, elle a l'air d'apporter des calories, mais quand on regarde dans le filament, lorsqu'elle devrait fonctionner, ce n'était pas le cas, et donc là il y avait quelque chose qui dysfonctionnait clairement. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose, malgré le fait que la piscine c'est une Formule 1, il faut aller un peu loin dans l'analyse des choses pour pouvoir constater que il y a quelque chose qui ne sont... Alors pareil, une fuite d'eau, pareil, c'est pas détectable tout de suite. Enfin, c'est évident que si on suit les consommations rigoureusement quotidiennement, c'est des choses qu'on peut vite se rendre compte. Donc là, ça fait partie des actions. Donc voilà un autre type d'exemple sur lequel on exploite ce potentiel. Sur une autre piscine, un troisième exemple, donc on a travaillé sur les débits de filtration. Là, enfin, vous savez tous qu'on peut réaliser des débits en inoccupation sur tous les systèmes de traitement de filtration. Donc ça permet de faire des économies, surtout d'électricité, pendant les périodes d'occupation. Des économies d'eau en mettant des horloges sur le pédiluve, hein, quelques centaines d'euros d'investissement, mais ça permet de dire là on n'a pas besoin de tirer de l'eau ici. Donc on coupe, réduit sur le débit de soufflage, on en a déjà parlé, d'autres types d'actions. Donc là, voilà un autre exemple d'économie réalisée. Donc, la somme de toutes ces petites économies peut apporter des économies substantielles. Alors un autre exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Donc là c'est une piscine qui a suivi les recommandations mais qui a gardé les températures dans l'air, dans l'eau identiques et qui a fait des réduits dans les températures de la halle. Alors ça peut paraître une bonne idée, on va réduire la température, mais au fait dans une piscine, Manuel l'a très bien dit, c'est des phénomènes tous couplés. Là, on a de l'évaporation qui rentre en jeu, on a des couplages entre l'air et l'eau. Donc, il y a des phénomènes physiques qui ne sont pas les mêmes que dans un bâtiment tertiaire ou résidentiel. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont réduit les températures dans l'air. Alors la décision venait même du conseil municipal, hein, on n'y pouvait rien. Voilà. On réduit les températures de l'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des économies, certes, dans le chauffage de l'air. Par contre, on favorise beaucoup plus l'évaporation. Donc, l'évaporation, c'est ce qui consomme le plus dans le post-traitement de l'eau en chauffage. Donc, finalement, résultat, voilà, la même courbe que tout à l'heure, enfin, même approche, mais aucune économie réalisée. Donc, on a dégradé le confort. On a potentiellement perdu des baigneurs parce qu'effectivement, quand on sort d'une eau à quelle que soit la température, dans une ambiance sèche et fraîche, c'est là qu'on a une sensation de froid. Donc en sortant, on appuie sur le bouton j'ai froid d'Emmanuel. Et donc là, on a tout faux.
Donc alors là, j'ai listé un peu pêle-mêle quelques exemples d'actions. Donc, baisser les températures, oui, mais à condition de le faire correctement, en tenant compte des ensembles des autres paramètres. Supprimer un créneau bébé nageur, bonne ou fausse bonne idée. Quid des bassins extérieurs. Donc on a édité un petit guide avec ce type d'ordre de grandeur. Évidemment, chaque situation est particulière, hein, c'était ma première diapo, donc il faut l'adapter. Et puis j'ai mis ici en rouge ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il ne faut pas baisser la température de la halle bassin sans tenir compte des phénomènes d'évaporation. Voilà, d'autres exemples. Donc juste pour conclure, donc, quelques mots sur Datapool. Donc Datapool, c'est notre solution de pilotage énergétique, donc ça s'appuie sur les mêmes principes qui ont été exposés. Le fonctionnement, c'est d'abord de mesurer. On mesure tous les paramètres qui ont une influence. Donc les paramètres, c'est les consommations bien sûr, c'est les conditions de confort, dans la température évidemment, l'hygrométrie, mais la qualité de l'eau également. Et les paramètres externes, quelque part, d'un point de vue système énergétique, que sont la fréquentation, la météo, les plannings. Tout ça doit être combiné pour dire est-ce que je dois chauffer à quel moment et qu'est-ce que j'utilise comment pour faire donc l'objectif, faire des économies d'énergie, d'eau, optimiser le confort. Et il y a aussi un autre aspect, c'est cette gestion dématérialisée permet aussi de fluidifier certains échanges entre équipes, parce qu'une piscine c'est un système complexe d'un point de vue technique, mais c'est aussi un système complexe d'un point de vue organisation. Vous avez des équipes de maîtres nageurs, des équipes à l'accueil qui gèrent les plannings, qui organisent les plannings, des équipes de techniciens, des fois des techniciens externalisés, des sous-traitants. Donc mettre tout le monde d'accord autour du même objectif efficacité énergétique et mettre ensemble, corréler les actions qui peuvent être faites au niveau d'un bassin, au niveau d'un planning, avec des actions techniques qui sont faites en sous-sol. Il faut aussi faire de la communication et partager de l'information. Au cœur du système, et je crois que on a un peu les mêmes outils avec Sanyshar, on a ce qu'on appelle un jumeau numérique, c'est-à-dire que c'est un double virtuel de la piscine qui est capable de prédire, des équations qui sont capables de prédire les consommations et le comportement de la piscine compte tenu de la météo réelle et de la fréquentation réelle. Donc c'est là-dessus qu'on joue pour tester des scénarios en continu et trouver les meilleurs scénarios de réglage. Donc c'est des actions à court terme. Et le jumeau numérique nous permet aussi, de simuler des actions plus long terme, donc les fameuses actions sur l'ajout d'un équipement d'efficacité énergétique, voire une grosse rénovation avec les jumeaux numériques. On intervient aussi. Alors c'est pas passé là-bas, peut-être comme ça. Voilà. On intervient aussi sur des piscines neuves ou en rénovation avec ce jumeau-là pour, avant qu'il soit construit même, on fasse les bons choix. Voilà, j'en suis arrivé à un bout. Donc ça vous donne, Datapool évidemment, il y a aussi une plateforme en ligne qui vous donne accès à toutes les données de consommation rapportées par poste, par baigneur, par type d'énergie pour pouvoir avoir une maîtrise de vos données. C'est essentiel pour pouvoir piloter votre installation. Le côté dématérialisé avec le suivi du canal sanitaire dématérialisé. Là aussi, c'est un élément important d'une piscine. On note toutes les qualités de l'eau, mais sur un papier qui prend la poussière en chaufferie. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir ces données en ligne, les partager pour pouvoir ensuite les corréler et les analyser en fonction des consommations qu'on a vues. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci pour ces deux interventions. Donc si vous avez des questions, oh là là, ça va vite. Voilà, une question derrière. Merci pour les deux présentations. Du coup, je pense que ça va s'adresser aux deux présentateurs. Vous nous donnez des statistiques qui sont très intéressantes. Moi, il m'en manque une par rapport plutôt d'une logique comptable, en fait. Je pense aux gestionnaires. À partir de quel moment le ratio coût-bénéfice est intéressant? Parce que effectivement, il y a des nageurs qui peuvent quitter parce que c'est trop froid. Mais il y en a combien réellement qui partent par rapport au coût que ça engendre du bénéfice, qui est gagné par rapport à la baisse de la température? Alors, moi, je n'ai pas de statistiques sur la perte de fréquentation.
Ça, je laisserai Manuel parler là-dessus. Par contre, sur un système comme celui-ci, l'investissement, c'est inférieur à 10 000 euros. Et les économies qu'on fait, même si on se base sur les fourchettes basses, prenons 10% d'une piscine moyenne, j'ai montré les statistiques, piscine moyenne consomme 200 000 euros de fluide par an, 10% de ça c'est 20 000 euros. Donc vous voyez, le retour sur investissement c'est inférieur à l'année. Aujourd'hui c'est 9 000 euros. Hein. Tout à fait. Voilà, 10% réduit pour la Sporta. Sinon, par rapport à la baisse de fréquentation, c'est forcément dépendant, comme on a dit, de la température initiale, etc. etc. Mais on voit qu'on a entre 20 et 40%. On ne sait pas comment ça va se comporter dans le futur. C'est très variable. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux aspects. Il y a d'un côté, les clients qu'on perd, c'est les payants, donc c'est embêtant parce que, voilà, c'est vrai qu'on consomme moins, mais on rentre moins aussi. Le niveau d'équilibre, ça dépend de la tarification, c'est très variable. Mais le point le plus grave, j'aurais tendance à dire, c'est que si on perd l'intérêt de l'équipement en lui-même, même si on dépense moins, mais qu'en réalité cette dépense elle est dans le vide parce qu'on n'a quasiment plus personne ou très peu de gens qui viennent, on a presque un souci conceptuel de l'installation, à qui elle sert. Donc, bonjour. Tout à l'heure, vous avez montré dans un de vos graphiques qu'effectivement, on a eu pendant les années 60-70 une augmentation de la construction de nos piscines. Donc la plupart de nos piscines actuelles sont ces années-là. Du coup, quel est votre niveau d'adaptabilité sur ce type d'équipement ? Alors déjà, quand une piscine a été construite dans les années 70, elle a souvent subi aussi des rénovations, donc on n'a pas tout le temps, on est d'accord, on est d'accord. Mais donc on a effectivement dans le parc des années 70, on a des piscines qui sont restées, on a des piscines sans bac tampon aujourd'hui, il y en a beaucoup. Des choses qui nous paraissent impensables actuellement. Et par ailleurs, des piscines qui ont été rénovées. Alors ensuite, sur un système comme ça, l'objectif c'est d'aller chercher les données les plus pertinentes. Donc fréquentation, on a toujours une idée de la fréquentation parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui passent par l'accueil et qui payent. On a des compteurs forcément, il y a des compteurs généraux et des compteurs au niveau de chaque circuit réglementaire. Il y a des sondes de température, de qualité de l'eau. Il y en a la plupart du temps, et où ça se rajoute. Donc en fait, je crois, comme Sanichar, on doit s'adapter à l'existant. Nous, dans nos clients, on a aujourd'hui un peu plus de 50 piscines en suivi. On a des piscines qui sont équipées de rien, qu'une GTC, donc on a installé le système et on a des analyses. Et on a des piscines, comme celle que j'ai montrée, qui sont la Formule 1 de la piscine, où tous les paramètres sont mesurés au niveau de la GTC, donc on a juste à se brancher dessus, quelque part. Forcément, on ne fait pas le même travail, on ne fait pas la même analyse, mais c'est plus une philosophie de gestion, un outil qui doit s'adapter à tous les cas de figure Si je peux compléter dans notre cas à nous, puisque vous avez bien compris qu'en fait on ne fonctionne pas exactement pareil, on utilise la même philosophie, les mêmes typologies d'outils en back-office, on va dire, à savoir de faire une simulation numérique du site pour calculer l'impact des différentes mesures. La différence, je dirais, corrige-moi si je dis une bêtise, mais en fait, lui, il vient plus proposer des modifications de fonctionnement aux équipes qui gèrent le site, alors que nous, on vient piloter certains paramètres en live. Donc, pour prendre cet exemple-là, lui, il peut s'adapter dans l'absolu, y compris aux sites les plus obsolètes. Du moment qu'il y a quelques compteurs, il peut faire des choses. Nous, clairement, si on ne peut pas piloter numériquement les équipements parce qu'ils sont complètement à la rue, on va avoir du mal à fonctionner de par notre principe de fonctionnement. Donc nous, à la limite, un site qui est parfaitement moderne et qui vient d'être livré, pour nous, c'est presque le Graal parce qu'il est déjà tout prêt. On peut s'adapter à des équipements qui sont moins modernes, dans le sens où on peut avoir juste une centrale de traitement d'air qui est pilotable, parce qu'elle n'est pas trop vieille, même si autour il n'y a rien, ça on peut s'adapter. On peut s'adapter à beaucoup de cas, mais par contre, on a besoin, puisqu'on vient piloter numériquement les équipements, on a besoin qu'ils soient pilotables, tout simplement. Et après on s'adapte. S'ils sont pilotables, peu importe comment, on s'adaptera toujours. Mais on est malgré tout, dans certains cas, nous, dans l'impossibilité d'agir tant qu'il n'y a pas une rénovation au niveau des équipements. C'est rare, ça représente peut-être 10 ou 15% des équipements, mais si vraiment un équipement est très ancien, jamais été rénové,
clairement, on ne peut pas faire grand-chose à notre niveau à nous. Là où lui peut peut-être faire des choses, justement. Merci, super pour la transition parce que j'en attendais une. Donc vous voyez, ça c'est l'exemple de deux partenaires qui sont dans un secteur concurrentiel et qui travaillent de manière complémentaire et avec lesquels nous on apprécie de travailler parce que c'est pas uniquement vendre un produit, c'est aussi échanger sur la pertinence de telle ou telle solution. Et c'est pour ça qu'on va prendre 20 minutes de pause pour aller voir nos partenaires juste en face.